Salut, c'est parti, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé cette nuit, mais on va quand même trouver de quoi se mettre sous la dent, quelques petites news, quelques petites études de marché, voir un petit peu ce qui est anticipé pour demain. Comme tu le sais, la décision de la Fed quant au taux d'intérêt aura lieu demain, donc c'est quelque chose qui va nous occuper pas mal aujourd'hui. Et voilà, donc il n'y a pas énormément de news sur le plan macro, finance traditionnelle, etc. Donc on va passer très vite là-dessus, et puis ensuite on fera une petite review du marché crypto et Bitcoin. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Donc la première petite chose que je voulais pointer, c'est que Elizabeth Warren ah non, pardon, ça c'est plus tard. Non, première chose que je voulais pointer, c'est un projet de loi en Australie qui donne, comme l'explique John Black, qui donne au gouvernement le pouvoir de définir ce qu'est la désinformation et de censurer celle-ci sur n'importe quel réseau social ou moteur de recherche. Donc, bien, c'est quand même assez problématique d'avoir un gouvernement qui se permet de définir ce qu'est la vérité, ainsi que ce qui est un mensonge. Ça pose des problèmes, des conflits d'intérêts qui sont quand même assez évidents, hein. Je veux dire, si un gouvernement va être en place ou ouais, si un gouvernement en place va avoir des informations qui ne lui plaisent pas, il va pouvoir définir sans aucun problème enfin, que c'est un mensonge et du coup, en fait, comment dire, ça ouvre la porte à la propagande. De manière complètement démesurée et puis du coup ça aussi ça les aide, enfin ça peut leur permettre de pousser le narratif qu'ils veulent pousser et de définir chaque news et chaque fait qui va pas dans le sens de ce narratif comme étant un mensonge, hein. Donc c'est vraiment ce genre de loi, ce sont des armes qui sont vraiment normalement utilisées dans des régimes totalitaires, hein. Donc voilà, donc les pays d'Occident qui se totalitarisent comme enfin comment dire, c'est une dynamique qu'on observe quand même depuis suffisamment longtemps aujourd'hui pour ne plus être étonné de ce genre de news, mais après ça paraît, pour moi c'est intéressant quand même de les soulever, de ne pas les banaliser, parce que si on commence à les banaliser et les accepter, eh bien en fait les gouvernements pourront être de plus en plus rigoureux sur la création de ce genre de loi qui bah, du coup à terme pourrait complètement entacher nos libertés, dont notre liberté d'expression. Voilà, donc vraiment ce genre de choses il faut le garder en tête. Aujourd'hui ça ne touche que l'Australie, mais c'est déjà en fait c'est un comment dire, c'est un début en fait. Si à partir du moment où il y a un pays qui l'accepte et qui le normalise, eh bien, ça veut dire que ça peut potentiellement être acceptable dans d'autres pays. Donc voilà. Donc pour moi, le garder en tête et ce genre de news me pousse et me confirme en fait que j'ai raison d'utiliser des plateformes comme Telegram et que j'ai raison d'être dans les cryptos et d'avoir la majeure partie de ma de mes de comment dire la majeure partie de mes savings, enfin, ma net worth, la majeure partie de ma net worth est en crypto, et du coup, bah voilà, voir ce genre de choses, ça vraiment, ça me conforte dans ce choix-là, et afin d'avoir vraiment le contrôle sur ma propre, sur ma valeur, sur mon argent, euh, vraiment, ça vaut le coup de passer à travers des phases de volatilité dans la crypto pour en fait garder le pouvoir sur ma vie en fait tout simplement et sur ma valeur. Voilà, donc alors next ensuite petit news recap de Mariona Fall. Donc les petits trucs que je voulais montrer, c'est encore en rapport avec la deuxième tentative d'assassinat qu'il y a eu sur Trump hier. Et voilà, donc tout simplement c'est une news que j'avais soulevé hier, mais qui fait beaucoup de bruit, hein, comme tu peux t'en douter, une tentative d'assassinat sur un des candidats à la présidentielle, surtout que c'est la deuxième tentative d'assassinat. Bon, ça pose encore des questions de sécurité et d'efficacité des services secrets, hein. Comment est-ce que un mec a pu se retrouver à 300 mètres d'un candidat de la présidentielle qui a attendu pendant 12 heures dans des buissons, dans un golf? Bon, ça pose beaucoup de questions, encore une fois. Euh, Est-ce que les services secrets ont vraiment à cœur de protéger Monsieur Trump, ou alors est-ce que il y a des aides intérieures? Enfin bon, moi, c'est des questions que je trouve tout à fait légitimes de se poser, des questions qui peuvent paraître un petit peu conspirationnistes, mais qui sont tout à fait légitimes aujourd'hui, je pense. Voilà. Ensuite, petit autre point que je voulais soulever, toujours en rapport avec la guerre en Ukraine et en Russie.
qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et il est apparemment toujours question d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles fournis par l'Ouest pour aller faire des frappes profondes, profondément en Russie. Donc ça, je l'ai dit précédemment, pour moi c'est c'est- c'est, euh, c'est absolument dramatique d'autoriser ce genre de choses, hein. Monsieur Poutine a été très clair quant au fait que si l'Ouest et l'Occident autorisaient l'Ukraine à utiliser leurs armes pour faire des frappes en Russie, la Russie considérerait qu'elle serait en guerre avec tout l'OTAN et tout le bloc de l'Ouest. Donc moi je trouve ça vraiment risqué de jouer avec le feu à ce point-là, parce que quand même la Russie est une des armées les plus puissantes du monde, et du coup de jouer avec le feu avec ça, ouais, ça me pose énormément de soucis. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi faut surveiller de très très près. J'aimerais bien que l'Ukraine ne soit pas autorisée à utiliser des armes, histoire qu'on évite en fait la Troisième Guerre mondiale. Pour moi, je pense que vis-à-vis de cette news, vis-à-vis de cette autorisation, vraiment la paix mondiale est en jeu, hein, et en fonction de si l'Ouest autorise l'Ukraine ou non à utiliser euh, des armes, vraiment la paix que l'on connaît dans l'Ouest, et notamment en France, peut être remise en cause. Voilà. Alors maintenant des news un petit peu plus finance qui nous regardent vraiment d'un petit peu plus près, les taux d'intérêt qui sont, enfin la probabilité de diminution des taux d'intérêt de 50 basis points n'a pas vraiment changé depuis hier, ou alors très peu. Donc on observe qu'il y a toujours une plus grande probabilité aujourd'hui pour que la baisse soit de 50 points. Et du coup, une autre news que je voulais montrer, non pas ici, et bien du coup je l'ai perdu. Pardon, mais du coup c'était Elizabeth Warren qui... alors attendez, est-ce que je peux vous le retrouver facilement? Je pense que oui. Je crois que c'était là. Ici, voilà. Elizabeth Warren qui appelle à faire un taux, on dira, à diminuer les taux d'intérêt de 75 basis points. Donc ce qui serait pour moi extrêmement bullish, hein, parce que ça voudrait dire que ce qu'on observerait, ce serait un DXY ici très très faible. Voilà. Donc si on a des taux d'intérêt qui diminuent très fortement, hop, eh bien le DXY, ce qu'on pourrait observer, c'est enfin un breakout ici. Et voilà, donc comme encore une fois, c'est absolument ce qu'on veut observer, hein, ça je l'ai dit, redit, re-redit. Ce qu'on veut observer, c'est le DXY très faible, cassé vers le bas, et ensuite ça pousserait les assets à risque vers le haut. Voilà, donc j'ai l'impression de un petit peu radoter à ce sujet-là, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller et qu'il faut garder en tête, donc je pense que ça a de la valeur de le répéter. Donc quand est-ce que les taux d'intérêt vont être baissés? S'ils sont baissés, demain. Demain, et on va le voir, c'est ici Fed Interest Rate Decision à 20h. Donc peut-être que je ferai un live pour le voir en direct, peut-être pas, je verrai à ce moment-là. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de suivre la conférence de presse de la Fed qui s'en suivra pour hum, potentiellement en fait avoir des indices sur les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année pour voir qu'est-ce que la Fed a prévu de faire sur les prochains FOMC, et du coup anticiper un petit peu la fin de l'année pour les taux d'intérêt, parce que si ça va être intéressant aussi, c'est d'anticiper les taux d'intérêt d'ici voilà, donc le 18 septembre 2024 pour voir ce qui se passera d'ici la fin de l'année. On voit que les investisseurs commencent à pricer, commencent à anticiper des très très gros taux d'intérêt. Donc ici on peut voir qu'on est à 525, donc si on descend à 375, ça voudra dire qu'on a fait une descente de 150 basis points, donc 1,5% d'ici la fin de l'année. Donc ce qui serait extrêmement bullish, hein, parce que je le répète encore une fois, ça voudrait dire que bah, le dollar devient beaucoup moins cher, et les investisseurs pourront, donc, enfin pas les investisseurs, mais les banques et les big players pourront donc avoir du dollar, emprunter du dollar pour beaucoup moins cher, et du coup la machine à billets va pouvoir imprimer beaucoup plus rapidement, et donc avoir un DXY faible. C'est aussi ce qu'anticipe le prix de l'or. Donc le prix de l'or, comme on le voit, qui ne cesse d'augmenter, et c'est dû au fait que eh bien, les investisseurs anticipent que la machine à billets va chauffer très, très très fort, et donc la money supply va augmenter, et qu'est-ce qui se passe quand la money supply augmente? L'inflation augmente elle aussi, et donc bah, les store of value
Et les assets à risque, eux, augmentent de même. Voilà, donc l'or qui anticipe tout à fait ça, et le Bitcoin aussi, qui a anticipé ça, qui était cette montée du vendredi 13 ici, qui était, enfin, qui était due à cette augmentation de probabilité de taux d'intérêt, de baisse des taux d'intérêt de 50 basis points. Voilà un petit peu tout ce qui se passe sur les taux d'intérêt, ce qu'on anticipe. Donc aujourd'hui, je voulais aussi montrer sur le calendrier économique qu'il y a le chiffre sur le retail sales aux États-Unis qui va nous montrer un petit peu la santé de l'économie aux États-Unis. Voilà, donc c'est intéressant de suivre ça. Ce ne sont pas des chiffres qui sont très suivis, mais quand même. Voilà. Donc, à 14h30, on va avoir ce chiffre-là. Ensuite, petit tour des assets qu'on regarde quotidiennement. Donc le VIX qui réaugmente un petit peu, très doucement, mais bon, c'est vraiment dérisoire. Donc pour l'instant, on est sur des niveaux, on s'installe un petit peu sur des niveaux relativement élevés, hein, quand on regarde, si on met une moyenne mobile, voilà, donc on est toujours au-dessus des moyennes mobiles sur le VIX, donc on est relativement élevé. Et moi, ce que je m'attends à voir, c'est enfin, peut-être un peu de volatilité d'ici demain, d'ici la décision de la Fed, et ensuite repasser, s'installer dessous, sous ces EMA, et puis bah, du coup trader sous les EMA, et avant les élections présidentielles, potentiellement revenir faire un petit plus haut, enfin, parce qu'il y aura beaucoup de, comment dire, de volatilité d'inconnu au fur et à mesure qu'on s'approche des élections présidentielles. Voilà, donc DXY, or, on a déjà vu. Le pétrole, donc pour l'instant, on s'est installé sous ce triangle d'accumulation, mais on est sur des supports, voilà, que l'on peut noter ici. Voilà, un bas de range que l'on peut noter là. Donc pour l'instant, on est en train de rebondir sur un bas de range sur le pétrole. Le prix qui a augmenté dernièrement, qui est dû au fait, alors, je sais plus dans quelle partie du monde, donc j'ai pas envie de dire une connerie, mais il y a des événements météorologiques majeurs qui impactent le prix du pétrole. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle le pétrole est en train d'augmenter. Ce sont des phénomènes météorologiques. C'est tout. Les taux d'intérêt qui sont toujours sur la même trend. Donc bah, les gens achètent des taux d'intérêt, enfin achètent des bonds. Donc pour moi, les gens achètent des bonds parce que vu que la Fed va diminuer les taux d'intérêt drastiquement, c'est la dernière opportunité maintenant d'acheter des bonds avec des yields intéressants. Voilà, donc les investisseurs pour moi se jettent un petit peu dessus. C'est l'idée que je m'en fais. Et par contre, les bonds les corporate bonds, donc c'est les bonds d'entreprise, eux pour le coup le yield augmente, donc ça veut dire que les prix des bonds descendent, donc les investisseurs les vendent s'en débarrassent. Alors là je n'ai pas vraiment d'explication pour ça, c'est une observation que je fais. Voilà. Alors, sur les assets américains, là, on est en train de faire un petit triple top sur le S&P 500. Enfin, pour l'instant, la trend court terme, elle est haussière, donc on n'est pas en train de marquer de top pour l'instant. Donc, la question est-ce qu'on break out et continue vers le haut? Ce qu'on veut voir, ce qui serait intéressant de voir synchroniser avec un breakout du DXY vers le bas, hein. Voilà. Encore une fois, c'est un peu l'analyse que je fais tous les jours, mais c'est ce qu'on surveille, c'est ce qu'on va absolument voir. Pour l'instant, la dynamique est claire et c'est ce qu'on veut voir. Donc, pour l'instant, tout se passe comme prévu et les étoiles s'alignent. Donc, voilà. Donc, on peut voir sur le Nasdaq que on pourrait dessiner un petit peu cette trend line. Donc, ce qu'on voudrait voir, c'est comme sur le S&P 500 où on a ce haut de range on voudrait voir casser. Sur le Nasdaq, on voudrait voir cette trendline de casser. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on observe sur tous les assets à risque américains. Hop, le Dow Jones et le Russell qui nous montrent à peu près des choses similaires. Le Nikkei qui est toujours qui est en train de consolider lui pour le coup, donc on peut montrer un petit peu cette trendline ici et celle-là. Donc c'est un triangle qui est quand même relativement serré. Est-ce que on en sort par le bas ou par le haut à voir. On pourrait aussi dessiner une bad range ici. Donc tant qu'on ne casse pas ce bad range, on pourrait considérer que l'économie japonaise tient le coup.
et qu'on pourrait être vraiment très inquiet si on reviendrait casser ici vers le bas. Donc il y a quand même beaucoup de marge, hein, si on regarde un petit peu en termes de pourcentage, ça serait une chute de 15%. Donc bon, c'est pas inévitable, hein, mais bon, ça me paraît quand même relativement peu probable d'ici la fin de l'année. Mais bon, qui sait. Si on regarde un petit peu l'Europe, donc on avait dessiné ce milieu de range sur lequel on a réagi, donc bah, maintenant on est reparti vers le haut. Est-ce qu'on reteste vers le haut et on repart Skyrocket? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Ou alors est-ce qu'on vient refaire encore une réaction pour repartir vers le bas? À voir. Donc de toute façon ce sera synchronisé avec des news et avec des développements politiques qu'on observera en Europe. Donc voilà, affaire à surveiller encore une fois. La France qui ne bouge pas beaucoup, qui continue de consolider un petit peu. Pour l'instant, moi, la France, j'y vois pas très très clair. Donc, bah, voilà, je n'interprète pas parce que je comprends pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant de voir et que je viens de remarquer là en parlant, c'est que il y a les EMA, donc relativement long terme, daily, qui sont en train de se croiser. Donc, c'est pas bon, c'est biriche, hein. Comme tu le sais, les croisements d'EMA, donc voilà ici croisement d'EMA boule, eh bien grand bull run s'en est suivi, ici croisement d'EMA bear, eh bien que va-t-il se passer? Voilà, donc ça va être intéressant aussi de suivre ce petit développement que je viens de remarquer là en direct. Et si on se met en weekly, que disent les EMA? Bon, il y a encore beaucoup de marge en weekly avant que les EMA se croisent. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, affaire à suivre. On va mettre en daily pour y voir un petit peu plus clair. Hop, ensuite à Hong Kong. Hong Kong qui a l'air de pas trop mal se passer, donc j'aimerais bien tracer une petite trendline ici. Bon, si on trace celle-là, on a breakout de ce côté-là, on la reteste et on repart, mais on peut aussi tracer celle-ci, et auquel cas, là aujourd'hui, on est en train de faire un petit retest, ou pas aujourd'hui, mais en tout cas, on va bientôt venir tester cette trendline et voir ce qui se passe après. Donc, Hong Kong à surveiller si tu trades les assets hongkongais. Et la Chine, pour le coup, qui continue de grind tout doucement vers le bas, qui va peut-être venir retester ce support très long terme. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que bah, du coup Xi Jinping va faire quelque chose pour faire réagir le marché chinois, ou alors est-ce qu'il va laisser l'index chinois s'écrouler vers le bas? Affaire à suivre. Voilà. Monsieur Bitcoin, qui lui, pour le coup, vient de nous faire 3 jours de rouge, qui a corrigé un petit peu la journée de vendredi, qui a même complètement fini par annuler la journée de vendredi. Donc voilà, donc bah, de toute façon, c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait, hein. On était venu chercher les liquidités à 60 000 vers le haut, et après ça, il n'y avait plus vraiment de raison de continuer vraiment vers le haut. Donc là, on est venu corriger, on trade autour des 58 500. Ce qui m'étonnerait pas qu'il se passe, c'est qu'on reste un petit peu dans cette zone-là d'ici la fin du mois, ou qu'on grind un petit peu vers le bas, parce que pour moi, je peux le remontrer encore une fois, mais je le montre un peu tous les jours, c'est les options, le max prix des options pour qui expire à la fin du mois, est autour de 57 500, et du coup pour moi ça ferait tout à fait sens que le prix à la fin du mois soit autour des 57 500. Donc après on connaît le Bitcoin, on sait à quel point il peut être volatile. Du coup, en 2 semaines, qu'est-ce qui peut se passer? On peut voir des mèches vers le bas et puis revenir trader vers les 57 500. On peut aussi voir des grosses mèches vers le haut et revenir trader vers les 57 500. Voilà, donc de quoi qu'il en soit, le Bitcoin et sa volatilité nous permettent de saisir des opportunités. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de volatilité d'ici demain soir, étant donné que, eh bien, il y a encore ces incertitudes quant à la décision de la Fed. Et du coup, à mon avis, les investisseurs vont éviter de se positionner avant d'avoir une perspective plus claire sur le futur des taux d'intérêt aux États-Unis. Voilà un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. Ethereum, on y vient tous les jours, mais tous les jours, bon, eh bien, c'est la même merde, hein. On a eu un petit rebond hier. Et peut-être une opportunité, la dernière opportunité de sortir de Ethereum. Donc, Quoique, parce que ce qui serait pas étonnant, hein, généralement quand on voit un breakout, ce qu'on veut voir après un breakout, c'est un retest. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que vu que ici on est en train de sortir de manière extrêmement dégueulasse et de manière très abrupte, euh,
eh bien, c'est peut-être le, comment dire, le mouvement de sortie le moins bearish qu'on puisse anticiper. Ce qui serait vraiment le plus bearish, c'est si on viendrait voir un retest ici. Pour moi, ce retest ce serait vraiment l'opportunité de sortie d'Ethereum ou une opportunité de short et ensuite partir, boom, vers le bas. Ça m'étonnerait énormément, mais c'est possible, hein. Mais ça m'étonnerait beaucoup que l'on voit l'Ethereum rebondir, venir faire un retest de ce support et repartir vers le haut et voir du coup une Monster Reborn très inattendue. Voilà. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose que j'anticipe sur Ethereum. Je pense que si Ethereum vient rebondir sur ce support devenu résistance, je sortirai complètement à 100% d'Ethereum et j'irai me positionner sur des assets que je pense surperformeront l'Ethereum. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais montrer aujourd'hui. Donc j'ai quelques petites news crypto à montrer. Monsieur Trump, donc qui fait un petit peu la une aujourd'hui entre sa tentative d'assassinat, mais aussi il a fait un space sur Twitter avec un influenceur américain assez connu dans la crypto. Et du coup, il a annoncé le WLFI token qui sera une crypto-monnaie qui permettra à ses investisseurs de prêter de l'argent on-chain. Voilà. Donc le président, enfin potentiel président Trump qui explique que la crypto c'est une technologie qui est aujourd'hui inévitable, et donc qu'il faut comment dire, le développement de cette technologie est aujourd'hui inévitable et du coup il faut travailler activement à son développement et à son encadrement parce ce qu'il ne veut pas, et c'est qu'il annonce, alors est-ce que c'était dans cet article ou dans un autre? Peut-être dans celui-ci, voilà, if we don't do it, China is going to do it. Donc si on ne le fait pas, la Chine le fera et la Chine va le faire quoi qu'il arrive. Donc si on ne le fait pas, on ne sera pas les meilleurs et les plus grands et on doit être les plus forts et les plus grands. Donc voilà, donc Donald Trump qui était par le passé anti-crypto, aujourd'hui se rend à l'évidence que cette technologie est absolument inévitable et du coup participe activement à son développement et à sa démocratisation. Ensuite, le journal du coin qui nous annonce la date de libération de CZ, l'ancien CEO de Binance, qui sera libéré le 29 septembre prochain, donc dans un peu moins de 2 semaines. Les événements crypto qui se passent un petit peu cette semaine, donc il y en a deux que j'ai notés, la Token 2049 qu'on a déjà mentionné durant ce live, qu'on a mentionné hier. Euh, du coup, j'avais expliqué que cette conférence est l'une des plus grosses conférences crypto dans laquelle il y a souvent des annonces majeures et du coup, il fallait un petit peu surveiller ce qu'il s'y passe et Phantom, enfin du coup qui est devenu Sonic, qui annonce que eh bien ils feront une annonce majeure pendant la Token 2049. Voilà, donc c'est des choses un petit peu à surveiller. Phantom euh, qui est assez intéressant, hein, qui est dans une phase d'accumulation en ce moment et qui a pour moi des fondamentaux qui sont très intéressants. Donc c'est un asset que je surveille et comme on peut le voir ici, il y avait une trendline baissière majeure et que Phantom a breakout, reteste et repart aujourd'hui à la hausse. Donc ben pour moi c'est un pattern vraiment d'achat de force qui montre de l'intérêt des investisseurs. Donc voilà, je voulais montrer un petit peu ce qui se passait sur Phantom et montrer que ben, la token 2049 potentiellement nous attend avec des annonces majeures sur des cryptos majeurs. Voilà. Ensuite, je voulais montrer un petit peu les clusters de liquidité qu'on a sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, au-dessus des 60K, on est en train de refaire des nouveaux clusters de liquidité. Euh, Construire un cluster de liquidité majeur ici, mais il y a quand même plus de liquidité. Bon, ça veut bien charger. Il a l'air d'avoir un petit peu plus de liquidité vers le bas, mais plus éparse. Donc, enfin, moi, ça m'étonnerait pas une petite mèche ici autour des 60 700, pourquoi pas. Si on regarde à un petit peu plus court terme, à 48 heures, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, bon, c'est pas clair du tout, hein, parce qu'on voit des clusters de liquidité à 60 800 qu'on vient d'identifier aussi à plus long terme. Mais on a un très très gros cluster de liquidité ici à 57 000, donc pourquoi pas venir chercher ce cluster de liquidité majeur aujourd'hui qui n'est pas très loin, hein, petite mèche ici vers le bas qui permettrait au market maker de venir liquider un peu de long, trop exposé.
Voilà, je voulais montrer les open interest, qu'est-ce qui s'y passe, les open interest qui sont, si on regarde ici, la première chart en fait qui démontre qui montre les open interest du marché Bitcoin en général, avec tous les échanges euh, mixés ensemble, hein, sont, agrégés ensemble, et on peut voir un peu une petite trend baissière. Ici, on regarde un peu les sommets et les creux, on voit qu'on a des plus hauts, plus bas sommets, plus bas creux. C'est assez léger, mais la trend se démarque quand même. Alors que si on regarde spécifiquement sur Bitfinex, eh bien on peut voir que cette trend est inversée et en fait on voit des plus hauts sommets, plus hauts creux. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse de regarder Bitfinex spécifiquement? Parce que généralement sur Bitfinex ce sont des whales et des traders plus comment dire euh, ce sont des meilleurs traders, des plus gros traders, des traders un peu plus institutionnels, et du coup ça nous intéresse de regarder ce que les traders institutionnels font comparé au reste du marché. Donc pendant que le reste du marché s'expose de moins en moins, les whales et les institutions s'exposent de plus en plus. Voilà, ensuite je voulais montrer les open interest, non pardon, le funding rate ici. Hop, si on se met en weekly, on peut remarquer que le funding rate a été négatif pendant ces 2 semaines-là, et maintenant le funding rate est redevenu positif. Donc qu'est-ce qui nous attend derrière ça? Si on regarde la dernière fois que le funding rate a été négatif pendant une période prolongée, eh bien s'en est suivi une période bull enfin, relativement longue. Voilà, donc en tout cas c'était la dernière fois que ça s'est produit. Si on peut regarder un petit peu par le passé, c'est aussi ce qui a l'air de se passer généralement. Un funding rate négatif, et dès que le funding rate passe positif, boum, explosion verticale. Ensuite ici c'est un peu moins clair, mais c'était pendant le bear market. Donc pour moi c'est un petit peu, ça ne fait pas sens en fait, il faut regarder cyclicalement ce qui se passe. Et ici c'était vraiment pendant le bear market, pendant une phase qui était vraiment vers la descente, hein, la période de Terra Luna, la période de FTX. Donc pour moi ce ne sont pas des, euh, des choses qu'il faut regarder. Et si on regarde encore un petit peu plus par le passé, hop, funding rate négatif, c'est moins clair, hein, mais bon. Et ici, funding rate négatif et explosion vers le haut. Donc voilà, donc bah, effectivement, enfin, comme tous les indicateurs dans le trading, c'est pas sûr à 100%, mais bon, pourquoi pas, comme je dis, les étoiles ont l'air de s'aligner, et du coup, ça c'est encore une étoile de plus qui s'aligne dans le spectre boule du marché. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc je pensais pas qu'on allait prendre autant de temps. Du coup, je vais quand même faire un petit tour vite fait. Je suis en train de faire pas mal d'analyses en ce moment, d'analyses fondamentales pour lister des assets potentiels sur lesquels je pourrais m'exposer. Donc je voulais juste faire euh, petite liste, te montrer un petit peu les assets que j'ai mis de côté qui m'intéressent, que je vais surveiller. Donc encore une fois, ça, là, on est sur la partie fondamentale, donc c'est à comparer avec les charts, et si le fondamental et les charts comment dire, si le fondamental est intéressant et que les charts te donnent des bonnes opportunités d'achat en démontrant de la force dans le price action, eh bien pourquoi pas m'exposer. Donc alors les assets que j'ai listés ici, on va aller vite, hein. Donc il y a FET, ARB, SMT, CFG Prime, IMX Crown, Kudo, Banana, Unibot, Pendle, OGV, MCB, DYDX, FTM qu'on vient de mentionner, hein, qui a aussi des fondamentaux très intéressants, c'est pour ça que j'appuie un petit peu dessus. Popcat, parce que enfin, je pense que c'est aussi intéressant de s'exposer sur les mêmes coins, d'avoir quelques main coins solides qui ont bien performé. Voilà, même si je crois pas vraiment en ce narratif à très long terme. Rune, IOZ, Bohm, PP, Giga, Trump, Rideau. Donc, enfin voilà, il y a beaucoup de meme coins, mais j'en prendrai quand même, j'en prendrai soit un, soit deux. Je les surveille tous, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais tous les acheter. Voilà, et ensuite sur les cryptos que j'ai mis en favori, Sui, Injective, IXS, Trade, Crest, Peak, Tao, AGI, Rose, Alex, STX, FXS, Ivo, Cas, Airwave, OM, Bitcoin. Bitcoin qui est un même coin, hein, le Harry Potter, Obama, Sonic, Ten Inu. Voilà, parce que celui-là il me fait juste hurler de rire, donc c'est pour ça que je pense que celui-là j'en mettrai un petit billet.
Voilà, celui-là, je mettrai un petit billet parce qu'il me fait beaucoup trop rire. Donc c'est pas exhaustif, hein, j'ai encore pas mal de crypto ici à étudier et une fois que j'aurai cette liste complète, je ferai des fiches beaucoup plus poussées. Premièrement pour les favoris et ensuite une fois que j'aurai fini les favoris, j'irai vers ceux qui m'intéressent un petit peu moins mais qui m'intéressent aussi. Et petit à petit, je me positionnerai. Donc l'objectif, c'est d'être positionné sur mes cryptos préférés d'ici la fin du mois de septembre pour pouvoir profiter au maximum du bull run. Et voilà, et du coup, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc, bah écoute, je te souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve demain. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de news, et on verra si je fais un live pour suivre un petit peu la Fed, le FOMC et la conférence de presse qui s'en suivra. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à bientôt.